Le sumo a entre 1000 et 1500 ans d'histoire. Il s'agit d'une lutte entre deux personnes, sans considération du poids de l'adversaire, dans un cercle formé par des petits sacs de paille remplis de terre. Vous voyez bien, hein? Les règles du jeu sont les suivantes. En entrant dans le cercle, on place ses deux mains sur un trait blanc et lorsque l'arbitre pousse le cri de départ, les deux joueurs se mettent debout et le combat commence. La victoire est acquise quand l'un des deux est poussé en dehors du cercle ou qu'une partie du corps touche le sol. Vous voyez, il est projeté, hein? Le diamètre du cercle mesure 4,55 m. Au sumo, le grand tournoi est organisé par l'association japonaise de sumo qui comprend aujourd'hui 592 lutteurs ainsi que des maîtres, des arbitres, des aboyeurs et des coiffeurs. Très important. Aujourd'hui, il y a 44 écuries de sumo, c'est-à-dire des groupements de lutteurs sumo organisés autour d'un maître qui partage un entraînement quotidien. Ces lutteurs participent à des combats de sumo lors de grands tournois organisés par l'association japonaise de sumo. Ils ont lieu 6 fois par an. Pendant 15 jours consécutifs, des mois impairs. Donc, si vous voulez regarder le sumo au Japon, il faut aller aux mois impairs. Et ces tournois se déroulent en janvier en Ryogokukan à Tokyo, en mars à Osaka, en juillet à Nagoya et en novembre à Kyushu. Le banzuke, le classement, contient 10 niveaux et les 592 lutteurs sont nominativement classés comme ça. C'est écrit à la main. Du premier au 6e niveau, on compte 70 lutteurs. Quand on arrive au 6e niveau, le sillon se forme de grandes feuilles de jango et autorisé comme ça. Joli, hein? Ainsi que le port d'un pagne multicolore. Donc, c'est pas que noir, de toutes sortes de couleurs très très jolies. Et à partir du 5e niveau, ça change encore, les lutteurs peuvent porter en plus un tablier ornemental. Et c'est au XVIIe et XVIIIe siècle. Et ils ont le droit de saupoudrer, de sceller le ring avant le combat pour le sacraliser. Le classement est déterminé en fonction des résultats des luttes. Un lutteur monte de niveau s'il a plus de victoires que de défaites. C'est normal. Et à partir du 5e niveau, il faut avoir plus de 8 victoires sur 15 combats. Jusqu'au 3e niveau, les lutteurs montent tant qu'ils remportent plus de 8 victoires par an. C'est quand même impressionnant, hein? Ils sont en l'air. Et les lutteurs de 3e et 4e niveau qui gagnent 33 victoires sur 45 montent alors au 12e niveau. S'ils ont plus de défaites que de victoires, c'est sévère, ils sont rétrogradés. On descend au niveau inférieur. En plus de sa force physique, chaque lutteur doit être digne de respect. Et depuis 300 ans, le total de lutteurs de premier niveau, beau, hein, est de 75 personnes seulement, depuis 300 ans. Il n'y a que 75 lutteurs qui ont été nommés en tant que champions.
Et ce titre est décerné à ceux qui remportent plus de victoires que de défaites pendant 2 années consécutives. Une fois nommé au premier niveau, il n'y a plus de rétrogradation. Si un lutteur ne peut plus remporter de victoire en tant que champion, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent prendre la décision de retraite. On est en train de couper son signon. Je vais vous parler un peu de l'histoire du sumo. À l'origine, les êtres humains combattaient sans armes, un contre un, avec l'évolution des civilisations. Basée sur des règles de chaque civilisation, cette lutte fut admise comme un sport. Et donc en Occident, ça s'est développé en tant que boxe ou de lutte. Et au Japon, c'est très intéressant, avant Jésus-Christ, des terres cuites, devant, il y a 2 lutteurs et un arbitre. Donc c'est facilement 2000 ans avant, au moins. Donc on avait déjà cette tradition. Dans le livre canonique de l'Antiquité japonaise, en 23 avant Jésus-Christ, l'empereur Suinin ordonna à 2 hommes forts de lutter. Et en 642, l'impératrice Kogyoku organisa un match de sumo devant les émissaires de Corée pour bien les accueillir. Donc on voit bien les caractères sumo. Et une présentation de sumo s'organisait comme un rituel religieux à la cour impériale. Vous voyez les 2 lutteurs de sumo. C'était pour prier pour une bonne récolte de l'année ou pour prédire la quantité de la récolte à venir. C'était très important. Et à partir du 8e siècle et depuis, des matchs de sport furent organisés en présence de l'empereur. On n'avait pas à l'époque le droit de peindre l'apparence de l'empereur. Donc on voit que des lutteurs de sumo et les subordonnés. Il est caché derrière. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On peut photographier aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Au milieu, c'est l'empereur actuel et sa femme et sa fille. Et derrière, c'est le président de l'Association nationale du sumo. En 725, l'empereur Shomu ordonna à tous les temples shintoïstes du pays d'offrir des prières pour la paix et la stabilité du pays, ainsi que pour une bonne récolte. L'année suivante, comme la prière a été exaucée, pour remercier les divinités célestes, l'empereur offrit non seulement des tissus, des vêtements, des sakés, des nourritures, etc., une présentation du sumo. C'était sacré. Et c'est offrir des katas authentiques. Kata, vous connaissez? C'est la posture, soit judo, soit karaté, et c'est pour offrir kata aux divinités. Au début de chaque tournoi de sumo, aujourd'hui, une cérémonie d'entrée dans le cercle est organisée. C'est très très beau. Regardez. Les lutteurs les mieux classés montent dans le cercle et se présentent au public en portant des tabliers magnifiquement décorés. Ensuite, ils lèvent chaque jambe et tapent dans leurs mains en priant pour la perpétuité de la terre, du ciel, ainsi que pour la sécurité du monde. Musculé, hein? Et depuis l'Antiquité, nous sommes toujours inspirés par la civilisation chinoise. Cette civilisation définit la culture générale indispensable pour les dirigeants par l'éthique, la musique, le tir à l'arc, l'équitation, la littérature et les mathématiques. Par cette influence, au Japon, nous avons introduit l'éthique par 3 cérémonies nationales. D'abord, le combat de sumo, et ensuite, le tir à l'arc et l'équitation. C'est depuis toujours. Hein?
organisé au nom de l'empereur au palais impérial pour la paix et pour les bonnes récoltes. Le sumo devint plus axé sur la maîtrise de soi. Ce n'est pas de battre quelqu'un, c'est comment on peut se maîtriser face à n'importe quelle situation. C'est pourquoi cette discipline accorde une grande importance à la dignité. Avant chaque combat, en pénétrant dans le cercle, les deux lutteurs doivent s'incliner mutuellement en signe de respect. Impressionnant, hein? Shiko. Lever haut chaque jambe, puis s'appuyer fortement sur le sol pour chasser les mauvais esprits au sous-sol. Et chikaramizu, l'eau de force, c'est à purifier la bouche et le corps. Shiomaki, saupoudrer de sel le cercle de combat est considéré comme un geste reliant les dieux et les humains, permettant de sacraliser le lieu. Il paraît qu'environ 65 kg de sel sont utilisés tous les jours. 65. Et ensuite, regardez bien les pieds. C'est très très difficile. Il paraît qu'au grand maximum, on peut garder cette posture 5 minutes. S'asseoir sur la pointe des pieds, en écartant largement les genoux, le dos bien droit et ses mains posées sur les genoux. C'est une posture de respect vis-à-vis de son adversaire. Chirichozu, qui signifie frapper dans ses mains en signe de prière et en ouvrant grandement les bras pour montrer que je ne suis pas armé. Je combats dignement sans arme. Donc on montre comme ça. Et ensuite, encore une nouvelle fois, les lutteurs font shiko. C'est impressionnant comme des danseurs. Vous voyez bien le résultat de l'entraînement. Hein? Alors ensuite, shikiri. Poser les poignes sur les lignes blanches indique que le lutteur est prêt à commencer le combat. Dans le temps, à chaque victoire, la musique de l'orchestre impérial ainsi qu'une flèche offerte au vainqueur. Plus tard, cette cérémonie a été supprimée parce que la classe aristocratique était en déclin. Il ne pouvait plus financer. Les lutteurs de sumo devinrent alors soit des samouraïs, soit des professionnels de sumo en province, dans la rue, en tant que culture populaire. C'est pourquoi ce sport perdure depuis 1500 ans auprès de la population. C'est pour ça que ça continue. Si c'était resté simplement chez les aristocrates et les samouraïs, ça aurait disparu. Et comme nous l'avons vu jusqu'ici, le sumo est en tant qu'événement religieux et il finit par s'enraciner dans la société comme culture populaire. C'est pourquoi ce sport perdure 1500 ans avec des katas, c'est beau, hein? Avec des katas, postures d'une grande beauté. Alors pendant la période de samouraï, les shoguns, ça veut dire les chefs d'État hein, de la société samouraï, les shoguns adoraient le sumo pour sa beauté d'abord et pour son efficacité dans l'entraînement physique. Les seigneurs avaient coutume de prendre à leur charge les lutteurs de sumo pour leur notoriété. Parallèlement, les riches marchands soutenaient ce sport en tant que sponsors, ce qui finançait le sport. Donc, les groupements de lutteurs professionnels sont nés. Et le sumo se développa ainsi en tant que divertissement pour le peuple. Cette estampe japonaise montre le nombre impressionnant de spectateurs. C'est assez réaliste. En fait, on a l'impression que c'est exagéré, mais en fait, c'est assez réaliste parce que Gray Edward, chercheur et marchand d'art américain, spécialisé l'art japonais, il est aussi peintre. C'est exactement la même chose. Donc, c'était toujours bondé comme ça. Par contre, d'un coup, l'interdiction de sumo est tombée. Parce que de petit à petit, il y avait moins en moins de sponsors. Donc, c'est des boyaux
où des samouraïs en chômage ont commencé à devenir lutteurs. Du coup, il y avait beaucoup de querelles, des fraudes, etc. Donc, le gouvernement était obligé d'interdire le combat de sumo. Et il y a des amateurs qui ont vraiment regretté. Donc, 40 ans après, 1684, cette interdiction fut élevée car 15 impresarios de sumo, à partir de Kaminari Gondayu, qui est la personne au milieu, décidaient de prendre la responsabilité de la bonne gestion en créant une entreprise événementielle. Incroyable, hein? Et pour éviter toute querelle, les règles transmises au début de mon exposé furent établies. En plus de ces règles, certaines techniques dangereuses furent interdites. Voilà, tout ça, c'est interdit. Et ainsi, le sumo devint un sport de divertissement et dans l'enceinte d'un temple éco réputé. Vous voyez ce que j'ai montré de jaune, tout ça, c'est pour le match de sport. C'est immense parce que, je vais vous dire, il y a un nombre incroyable de spectateurs. Dans ce terrain, nous avons bâti une maison de sumo. À l'entrée du temple, on peut voir un tombeau à 16 mètres d'eau, voilà, indiqué avec la flèche jaune, et ça continue, ça existe jusqu'à maintenant. C'est un signe emblématique du quartier de sumo. Et au-dessus est affichée une liste des lutteurs présents ce jour-là. Ça continue encore aujourd'hui. Ça vaut le coup vraiment d'aller voir un sumo, hein? Avec la liste de lutteurs. Et au milieu, j'ai entré avec rouge, c'est écrit l'autorisation gouvernementale. Et avant et après les tournois, retentissent de nombreux tombeaux. Ça, c'est aux 16 mètres de hauteur. Hein. Là, on est en train de taper le tombeau. Et en bas, pareil, c'est pour annoncer qu'il y aura des matchs de sport bientôt. Et après le tournoi, un tombeau dit que c'est la fin. Il monte carrément dans le cercle. Et à côté de la maison de sumo se trouve un kiosque entré en jaune. C'est là qu'on achète un billet en bois. Je vais vous dire combien ça coûte. Ensuite, à côté, vous voyez, j'ai entré en rouge, toute petite. C'est l'entrée. On doit entrer comme ça pour faire comprendre à chaque spectateur que voilà, vous allez entrer dans un endroit hors de la société. Vous allez vivre une expérience exceptionnelle. Ensuite, à l'intérieur du bâtiment, au centre se trouve un ring surélevé avec 4 cordons, rouge, vert ou bleu, blanc et noir. Ces couleurs représentent 4 divinités, à savoir le phénix rouge, le tigre blanc, le dragon bleu et la tortue mêlée au serpent noir. On ne voit pas bien. Voilà, c'est ça. Et donc, ces 4 divinités célestes protègent le match de sport. Au-dessus de ces 4 corps de couleur s'assoient les 4 juges. Alors, on est surveillé, hein? On ne peut pas faire des techniques dangereuses. Hein? Tout de suite, carte rouge, hein? Dégagée. Alors, regardez. Une place au rez-de-chaussée coûte combien? On est comme plus que des sardines, on est un peu des grains de riz. Et ça, pour être un grain de riz, il faut payer 37 €. Et au premier et deuxième étage, beaucoup plus espacé, vous savez combien on payait? 562 €. Ouais. Donc, c'est réservé pour les riches. Est-ce que vous voyez une femme? Les femmes étaient interdites. C'est moche. C'est moche, c'est bête. Voilà.